Alors, bienvenue aux participants. Merci de vous être déplacés ou plutôt d'avoir réservé du temps à votre agenda pour cette séance-là. C'est la première séance, c'est la séance de lancement, la rencontre de lancement pour le programme Géoportail municipal dont toutes les municipalités qui sont présentes ont adhéré. Donc, je vais partager mon écran pour lancer la présentation. Donc, au tout départ, je voulais vous féliciter pour votre engagement envers votre municipalité. C'est excellent. Qu'est-ce que vous faites présentement pour votre municipalité, pour vos nouvelles communautés? Le projet, ça semble peut-être un peu important ou imposant au départ, mais vous allez voir que la structure ou la manière qu'on a divisé ou structuré le projet rend ça possible pour vous. Donc, on profite du... Le timing est peut-être pas le meilleur à cause de la réforme municipale qui a lieu présentement, mais on profite de l'occasion justement que les municipalités se rejoignent ensemble pour faire du travail au niveau des données de ces municipalités-là. Donc, mettre en commun vos données municipales. On comprend puis on réalise que toutes les municipalités travaillent pas nécessairement avec les mêmes firmes, avec les mêmes bases de données, avec les mêmes méthodologies de travail. Donc, le projet va permettre de mettre en commun dans ces municipalités-là qui se regroupent toutes leurs données ensemble pour qu'ils puissent faire une analyse globale de leur portrait. Au niveau de la formation pour aujourd'hui, les formateurs, ça va être moi-même, Marcel Vienneau, je suis le coordonnateur en gestion des actifs pour l'Association francophone des municipalités. Et puis, j'ai aussi mon collègue Ala Maref, qui est le coordonnateur à la géomatique pour la CSR Nord-Ouest. Alors, dans la salle, il y a aussi nos partenaires de la CSR Nord-Ouest, la directrice générale, Marie-Ève Castonguay, et puis aussi la directrice de la planification, Catherine Dufour. Et puis, il y a aussi un employé en géomatique de la CSR Nord-Ouest, Issa Koulibaly, qui va travailler avec vos données que vous allez lui fournir. Donc, vous pouvez vous familiariser avec ces personnes-là qui vont être avec nous pour livrer ce projet-là pour la prochaine année parce qu'il reste un an au projet actuellement. Donc, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est la première formation, c'est la rencontre de lancement pour le programme Géoportail municipal. Euh, Comme c'est un projet qui est subventionné, très largement subventionné par la Fédération canadienne des municipalités, on doit faire des mentions d'usage. Donc, cette opportunité de formation est offerte par l'intermédiaire du programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités, puis financé par le gouvernement du Canada. Très bien financé en passant. On est très chanceux d'avoir la FCM qui sort des projets comme ça pour votre bénéfice à vous. Rapidement, on va passer vers le plan de la formation. Donc, on va commencer avec une petite mise en contexte. On va parler de l'environnement des données dans lesquelles on va travailler, du plan général de l'implantation du géoportail dans vos municipalités. Donc, on a divisé le projet en plusieurs phases. Et puis, on va repasser les exigences de la formation, puis les possibilités de développement de l'outil, parce que en fait, le géoportail, c'est pas juste pour faire de la gestion des actifs. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec ça. Nous, on le présente dans un cadre de gestion des actifs, mais c'est pour vous un peu semer une graine pour que plus tard, vous pouvez voir où ça peut vous apporter en termes d'outils de gestion. Donc, pour la mise en contexte, je ne vais pas passer la lecture. Euh, je ne vais pas prendre la lecture directement, mais étant donné justement que les municipalités sont appelées à utiliser des procédés pour traiter l'information, puis pour gérer les actifs, pour être en mesure d'accomplir votre tâche adéquatement, les décideurs, c'est-à-dire les élus, doivent trouver des moyens pour aller chercher le maximum d'informations ou le maximum de bénéfices des budgets que vous avez. Puis, ça vous apporte à repenser la manière dont vous livrez vos services dans la municipalité, puis peut-être à moderniser les approches que vous allez utiliser pour la GA ou la gestion des actifs. Donc, dans ces tâches, les tâches que vous avez à accomplir pour la gestion des actifs, la portion géomatisation de vos services peut être une solution qui est efficace.
c'est pas coûteux. Puis ça va vous permettre à maintenir des connaissances qui sont à jour sur vos actifs, mais aussi pour vous engager dans une gestion efficace de ceux-là. C'est beau avoir des actifs, puis on sait que les actifs ne sont pas là pour toujours, qu'on doit les remplacer. Alors, c'est important pour vous de voir à la planification de ces actifs-là. En géomatisant vos services, ça va vous permettre de gérer ce qu'on appelle le caractère spatial de l'actif. Ça veut dire, c'est pas spatial dans l'espace, mais spatial où il se trouve dans votre municipalité. Donc, que ce soit pour créer des listes, faire des inventaires ou faire j'appelle ça des sorts ou des tris dans vos données, ça doit être bien maintenu, bien structuré dans une base de données. Généralement, les municipalités ont des bases de données en Excel, mais c'est ça que c'est des bases de données en Excel, c'est des chiffres, des colonnes puis des rangées. C'est difficile à visualiser de l'information à travers un tableur. Donc, à travers un service de géomatique, vous allez être capable de voir vos actifs, mais aussi, quand vous allez chercher ces actifs-là, vous allez être en mesure d'aller aller voir de l'information pertinente sur ces actifs-là. Donc, la prochaine diapo, celle qui est à l'écran, c'est un document que je vous ai partagé dans le clavardage, c'est-à-dire, c'est un environnement de données ou schéma d'environnement de données, c'est ça que est le nom du document. Qu'est-ce que ça sert à vous démontrer? C'est un peu dans quel environnement on travaille, puis aussi à quel niveau l'information que vous avez sur vos infrastructures municipales peut être utile, mais pas seulement à vous comme municipalité, pas à vous comme élu pour prendre la prise de décision, mais aussi aux utilisateurs externes à la municipalité. Ça peut être soit la CSR, des firmes d'ingénierie avec lesquelles que vous travaillez, les citoyens, mais aussi toute la question des services publics. Donc, l'environnement de travail qu'on suggère ou qu'on propose durant le cadre du projet, c'est d'avoir, comme vous voyez au centre de l'image, le logiciel de géomatique, le géoportail, les licences. Donc, dans la section du milieu, là, c'est la base de données de la municipalité. Qu'est-ce que ça contient, une base de données municipale? Ça contient des informations sur vos infrastructures, des informations techniques, là, comme l'année d'installation, matériel, des choses, des caractéristiques physiques de l'actif. On a de l'information financière, coûts d'acquisition, des coûts de remplacement, les coûts aux assurances, coûts de cycle de vie complet. On peut avoir toutes sortes de coûts pour un actif. Où vous l'avez acheté, c'est qui le manufacturier ou même le fournisseur. Ensuite, des informations au sujet de la garantie, comment longtemps que la garantie est bonne pour, aussi les paramètres de la garantie, c'est-à-dire à quelle fréquence vous devez faire de la maintenance sur ces actifs pour pouvoir maintenir cette garantie-là, par exemple. Puis aussi, ben, quand vous achetez un actif, déjà là, vous savez qu'il y a une durée de vie précise et puis que vous allez devoir possiblement le remplacer. Donc, vous pouvez déjà établir c'est quoi les montants des réserves que vous allez avoir de besoin pour maintenir le service que vous venez d'offrir. Il y a des informations du SIG. Le SIG, c'est le système d'information géographique. Donc là-dedans, le SIG, il y a la géolocalisation des actifs, donc les positions, les coordonnées X, Y, Z de vos actifs. La classification unique, donc chacun des actifs dans votre base de données a sa propre ligne, donc ses propres caractéristiques. La condition de l'actif, donc au niveau du risque, est-ce que c'est un actif qui va causer des dommages s'il manque? Donc, probabilité de conséquences, probabilité et conséquences de défaillance, excusez. Puis aussi l'état de l'actif général, s'il peut être dégradé par les intempéries, la nature ou même juste une dégradation naturelle. D'autres données que vous pouvez placer là-dedans, bon, on a toutes sortes de données que les municipalités ont été cherchées au fil des années. Ça peut être des données sur l'érosion qui a été faite à travers leur CSR, des données de GES qui a été faites à travers nos projets qu'on a à l'association, des plans d'adaptation climatique. Puis là, on parle d'information citoyenne, mais c'est pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, donc d'informations sur votre offre en agriculture, votre démographie, votre profil communautaire, êtes-vous une municipalité plus jeune, plus vieille, une municipalité de famille ou une municipalité de personnes âgées. Donc, ces informations-là peuvent être incorporées dedans votre géoportail. L'information sur vos installations récréatives sont où vos actifs que les citoyens, vos bâtiments publics que les citoyens
ont accès, sont ouverts à quelle heure, c'est qui la personne responsable. Donc, c'est toutes des informations qui peuvent être communiquées aux citoyens à travers cet environnement-là. Donc, puis d'informations sur les travaux, les projets, qu'est-ce que vous êtes en train de faire tout de suite. C'est toujours bon que les citoyens soient au courant de qu'est-ce qui se passe chez vous parce que justement, ça peut éviter des désagréments ou des plaintes quand les services sont coupés pour une raison ou pour une autre. Donc, ça, c'est l'environnement de travail. Donc, c'est ça que votre base de données générale devrait contenir comme information. Ce n'est pas limité à ça. Vous pouvez rajouter le nombre de colonnes que vous voulez avec le nombre d'informations que vous voulez. Ça, c'est pas vraiment grave. Ensuite, à gauche de l'image, on voit l'environnement de données de la municipalité. Donc, pourquoi la municipalité a un intérêt à mettre des données centralisées à travers un géoportail? Ben, au niveau du conseil pour les élus, ça facilite la prise de décision, ça peut aider à l'analyse des besoins, faire la priorisation de votre renouvellement d'infrastructure. Donc, à ce moment-là, quelle infrastructure qui est due à être renouvelée le plus rapidement, puis pourquoi? Ça améliore votre responsabilité budgétaire. On sait avec le cadre financier de la nouvelle réforme et aussi vos actifs existants, puis vos paramètres de budget équilibrés, ça fait en sorte que la planification doit être vraiment serrée pour assurer justement une meilleure gestion. Puis bon, au niveau des prestations, des niveaux de service, ben, le conseil a besoin de prendre des décisions. Des fois, est-ce que le service qu'on offre est trop ou pas assez pour qu'est-ce que les citoyens en demandent? Quand il est trop, ça veut dire généralement on dépense de l'argent pour rien. Puis quand c'est pas assez, on n'en met pas assez. Donc, à ce niveau-là, il y a un coût budgétaire qui est lié au nouveau service ou à la prestation des services existants pour le conseil. Puis ces données-là peuvent les aider à prendre ces décisions-là. Au niveau de la direction générale puis aux directions de service, on peut voir en bas du conseil à gauche que ces données-là, ça ne sert peut-être pas nécessairement pour la même chose, mais c'est les mêmes données quand même. Au niveau de la direction générale, bon, la création et gestion du comité interne de gestion d'actifs, ça relève de la direction générale. L'établissement des mesures de rendement des différentes catégories d'actifs de la municipalité. C'est quoi la vision de la municipalité par rapport à ses infrastructures? Est-ce qu'on a une municipalité jeune qui veut développer plein de parcs dans ses quartiers résidentiels ou une municipalité qui vieillit puis qui doit réduire son nombre de parcs, par exemple? Donc, bon, c'est aussi la question d'évaluation d'attente des utilisateurs. C'est quoi la meilleure manière de savoir que vos services répondent aux besoins de la population? Ben, souvent, c'est avec les commentaires, les plaintes que vous recevez de vos citoyens qui vont vous dire que ça ne prendra pas de temps que vos services sont adéquats ou pas. Plus dans le cas ils vont vous le dire quand ils ne sont pas adéquats. Ça vous permet aussi d'établir comme direction les besoins en ressources humaines pour livrer ces services-là. Donc, quand vous avez des services, ça prend du temps, ça prend de la maintenance, ça prend des employés. Donc, quand vous faites la décision d'ouvrir ou d'ajouter un nouveau service, c'est toujours bon de savoir combien d'heures ça va prendre de mon personnel qui est déjà étiré au maximum, là. Au niveau des finances, on voit que, bon, au niveau des budgets, c'est c'est un des meilleurs outils pour ça, pour aller faire des prévisions, des scénarios de taxation. Je sais qu'il y en a qui vont travailler là-dedans aussi dans les prochaines semaines. Pour les nouvelles administrations. Donc, au niveau de finances, ça peut apporter de l'information quand même assez cruciale. Pour les travaux publics, bon, la question de la maintenance, opération des infrastructures, localisation des infrastructures, quand il y a des infrastructures à aller changer, c'est toujours bon de savoir exactement où physiquement se trouve l'infrastructure pour éviter moi j'appelle ça des champs de mine, là, mais des opérations où ce que les employés vont aller faire des trous avec une pelle mécanique sur les terrains pour trouver une valve. Puis finalement, ça fait 5 trous qu'ils font, puis ils n'ont pas trouvé la valve encore. Ça peut éviter des problèmes puis des coûts à la municipalité à ce niveau-là, au niveau des risques, des réclamations aussi. Donc, au niveau de travaux publics, ils doivent aussi valider c'est quoi les mesures de rendement. Est-ce que l'actif performe selon pourquoi on l'a acheté? Par exemple, une station de pompage, est-ce que la pompe pousse le nombre à la pression, au chiffre de pression qui est requis pour assurer la maintenance du service, mais aussi quoi faire quand que la pompe performe pas selon les attentes. Donc ça, c'est tout au niveau des travaux publics, mais c'est encore la même gestion de données.
Puis au niveau des services de protection, je parle souvent des pompiers là-dedans parce que c'est un des services de protection que les municipalités possèdent. L'évaluation des besoins en équipement, en formation, est-ce que vous savez exactement au niveau de l'équipement de vos pompiers comment de d'habits que vous avez à acheter pour l'année prochaine ou est-ce que vous recevez juste une demande du conseil ou plutôt de la caserne qui dit ah ben j'ai besoin de 5 soutes, puis si je les ai pas, il y a des gens qui vont mourir. T'sais. Des fois, ça arrive, on va avoir ce genre de commentaires-là ou ce genre de, de d'événement-là qui va arriver où ce que le service d'incendie va aller proposer des dépenses au conseil, puis ils ont pas, le conseil n'a pas vraiment de manière de valider l'exactitude ou la priorité de ces dépenses-là, parce que bon, l'argument qui va être lancé, c'est si on n'a pas ça, ben, il y a des vies qui vont peut-être se perdre, c'est sûr, c'est toujours le cas. Mais dans la nature des choses, si tu as un habit de protection qui dure 5 ans, ben, à moins qu'il ait été usé ou qu'il y a des trous dedans ou qu'il a vraiment été que l'habit est défectueux, tu ne devrais pas avoir à en changer un après 5 ans. Vous autres, pour vos municipalités, ça vous donne une base justement pour dire, OK, ben, on ne va pas renouveler toutes les soutes de nos pompiers dans la même année, on va le faire graduellement, donc on en fait 5 par année, puis on essaie d'étaler ça dans le temps pour avoir des budgets qui sont un peu plus stables ou un peu plus faciles à gérer pour vous autres. Là. Encore là, c'est toutes des données sur les actifs que vous possédez qui peuvent être inscrits dans cet environnement de données-là. Excusez-moi. Donc, à droite, la dernière portion de ce tableau-là, on a les personnes qui sont externes à la municipalité et qui pourraient avoir un intérêt dans vos données. Vous entendez parler souvent du open data ou de d'autres termes du genre pour expliquer que finalement la municipalité rend disponible de ces données techniques au secteur externe de la municipalité pour plusieurs raisons. En fait, à CSR, on voit ils ont peut-être besoin d'informations pour de la planification, d'aménagement régional, les mesures d'urgence, les services de police, etc. Au niveau des firmes d'ingénierie, quand ça vient le temps de faire de la planification de travaux, vous avez une rue à refaire, ben là, on peut aller chercher les données de la rue directement puis la fournir à la firme d'ingénierie pour avoir un coût justement ou une estimation de renouvellement. Pour la préparation d'appels d'offres, c'est inestimable l'apport que ça amène. La collecte des données, donc les firmes d'ingénierie, s'ils veulent vous travailler avec vous autres, ils peuvent vous fournir les données des travaux qu'ils font dans le format du géoportail, puis vous pouvez juste ajouter, ou moi j'appelle ça manger ces données-là, placer ça dans votre système, puis vous n'avez pas besoin de recollecter ces données-là. Donc, même au niveau de la municipalité, il va y avoir un petit peu de travail à faire pour peut-être aligner vos consultants pour quand vous faites des travaux avec eux, qu'ils vous retournent un fichier de données que vous pouvez ensuite incorporer dans vos géoportails pour continuer votre planification. Dont les citoyens ont besoin de savoir c'est quoi sur votre territoire. Je parle de citoyens actuels et peut-être futurs. Tu sais, quand il y a un citoyen qui cherche quelle municipalité ou un nouvel immigrant qui arrive puis il regarde le profil de nos communautés, ben avoir une bonne idée, c'est quoi les infrastructures que vous avez, où ils se trouvent, c'est quoi les services que vous offrez comme municipalité. Ça peut être un avantage au niveau au niveau de l'immigration ou du mouvement de population. Quand vous avez à communiquer des événements ou communiquer aux citoyens, c'est quoi votre offre culturelle ou votre offre de loisirs sur votre territoire. Vous pouvez faire ça à travers le géoportail. Vous pouvez mettre une liste avec tous vos bâtiments récréatifs, par exemple, ou une liste avec tous les services culturels que la municipalité offre. Dernière fonction, on parle des services publics, ben on a souvent de la planification, je ne l'ai pas placé, mais la province se trouve dans le service public aussi. S'ils font de la planification, dernièrement, on a reçu une documentation pour le plan de maintenance des routes pour le prochain 5 ans. Ben, cette information-là peut être incorporée à vos géoportails ou utilisée au moins pour de la planification, parce que quand ils vont faire ces routes-là au niveau provincial, ça va créer un stress de plus probablement sur vos routes municipales. Donc, vous voulez savoir où sont ces travaux-là pour justement coordonner le trafic quand les travaux vont commencer. Puis pas vous-même lancer des travaux de construction dans des routes qui vont être utilisées durant la période de construction provinciale. Donc, à ce moment-là, pour aligner les travaux, ça peut être une bonne chose. Même quand vient le temps de faire de l'enfouissement de lignes ou pour aller au niveau des
des gaz naturels, l'électricité. C'est de l'information qui peut être utilisée par ces compagnies-là pour savoir bon, où on passe les tuyaux, où on passe les lignes, où on passe ces choses-là. Donc, c'est un peu, c'est l'environnement, en fait, ce que vous voyez là, c'est un environnement qui est adéquat, mais la seule chose que je n'ai pas parlé là-dedans, c'était plus ou moins la question de protection des données. On s'entend que c'est pas tous ces gens-là qui ont accès à toutes les données. Vous, comme municipalité, vous êtes les gardiens de ces données-là, puis vous pouvez donner accès ou pas à différentes parties selon qu'est-ce que vous souhaitez faire comme municipalité ou quel projet c'est. Donc, vous, comme municipalité, c'est vous qui sont les gardiens de ces informations-là. Donc, au niveau administratif, c'est important que vous mettez les mesures en place pour protéger ces informations-là, soit au niveau de politique, de gestion de données ou autre. Si vous avez besoin d'assistance là-dedans, on est clairement là pour vous aider là-dessus à l'association. Donc, c'est tout pour ce graphique-là. Vous en avez une copie dans le clavardage, mais je vais vous en fournir une pour référence ensuite. Donc ici, on est dans le plan général d'implantation du projet. Si vous voulez ouvrir votre guide qu'on a placé dans le clavardage, qui se trouve le guide du géoportail municipal, dans ce guide-là, à la page, je vais y aller jusqu'à, je pense que c'est la page 4 du guide. Vous allez retrouver le même tableau. Donc, vous pouvez soit regarder à l'écran ou prendre le même tableau. Donc, dans ce guide-là, c'est un peu la manière que le projet a été structuré. On a divisé le projet en 3 phases. Donc, la phase d'évaluation, la phase de réalisation, puis la phase d'exécution. On les a même placés en couleur, donc ils sont faciles à référer dans le guide si vous voulez faire une référence future pour aller voir les différentes phases ou qu'est-ce qui se passe dans ces différentes phases-là. Donc, on voit que la phase d'évaluation où chacune des phases sont composées de 2 étapes. Donc, on va passer tranquillement à chacune de ces étapes-là. La première phase, qui est la phase d'évaluation, on est déjà dedans. On l'a déjà faite ou on est en train de la terminer présentement. Le but de cette phase-là, comme vous voyez, c'est d'organiser le déroulement du projet du bout en bout. Donc, de A à Z, comment le projet va être structuré. Et puis, la rencontre d'aujourd'hui fait partie de ça, justement, pour expliquer aux participants comment le déroulement du projet va se faire. Donc, c'est l'ensemble des aspects opérationnels, tactiques qui font que le projet va apporter les meilleurs résultats pour votre municipalité. Nous, l'outil, on l'a implanté, il fonctionne. On sait qu'il fonctionne parce qu'on a des municipalités qui l'ont intégré dans un projet pilote et puis on a des municipalités dans la CSA Nord-Ouest qui l'utilisent depuis 2017. Alors, on sait que le produit comme tel est testé puis fonctionne. C'est pas un problème. Là, maintenant, après, c'est à vous, comme municipalité, de vous l'approprier, puis ensuite de continuer à l'utiliser pour le rendre vivant, mais aussi pour développer des applications supplémentaires qui vont vous aider dans votre gestion quotidienne. Donc, si on reprend de nouveau la première étape, c'était l'appel à la participation du projet. Au mois de mai, on a envoyé aux membres un document, un appel d'intérêt pour le projet. Et puis, on a annoncé les participants au mois de juillet. Donc, on va passer au travers des participants tout à l'heure. Donc, il y en a eu un très bon taux de réponse pour le projet. On a eu 24 municipalités qui ont adhéré dès le départ. Ensuite, il y a il y a 2 municipalités qui se sont ajoutées un peu après la date de tombée des mises en candidature. Et puis, j'ai même eu une demande d'une municipalité du Québec qui a entendu parler de notre projet. C'est la ville de Princeville, c'est entre Québec puis Montréal. Donc, Princeville est intéressée par notre projet puis veulent faire l'intégration de la même structure dans leur environnement à eux au Québec. Donc, on est en train de regarder la possibilité d'intégration. Puis, si on est capable de réussir cette intégration-là, notre projet de géoportail qu'on a fait au Nouveau-Brunswick va probablement ou pourrait être exporté dans l'ensemble des municipalités du Québec également. Donc, on voit que c'est pas juste nous autres qui avaient besoin de ça, puis l'outil qui a été développé par la CSA Nord-Ouest répond à beaucoup de
de problèmes ou plutôt de questions que ces administrations-là ont. Donc, on va revenir à ça tout à l'heure. Donc, la deuxième étape, ce serait l'évaluation des besoins des municipalités participantes. Donc, c'est quoi vos besoins en ressources humaines? Puis, c'est quoi vos besoins en termes de données des actifs? On va aller plus en détail là-dedans. Donc, c'est ça. Ce que je mentionnais tout à l'heure, on a eu 24 municipalités qui ont adhéré au projet dans 6 CSR. La durée du projet total est prévue pour 18 mois, mais on est déjà 6 mois dedans le projet, ou plutôt 5 mois. Là, donc, il nous reste 13 mois à livrer. Le projet devrait se terminer en novembre 2023. Puis, donc, ce qu'on vous demandait ici, c'était de choisir 3 catégories d'actifs qu'on allait intégrer dans votre géoportail. Majoritairement, les municipalités ont choisi ou devraient choisir les infrastructures souterraines parce que c'est les plus complexes à intégrer parce qu'ils sont sous la terre, on ne les voit pas. Mais ensuite, on a plein d'autres catégories qu'on peut utiliser, c'est-à-dire les réseaux routiers, réseaux plus bâtiments, flotte mobile, qu'on peut ajouter des espaces verts même. Donc, on manque pas d'idées, en d'autres mots, pour ces catégories-là. Je suis sûr que vous allez en trouver d'autres. Si on fait un portrait des CSR qui participent au projet, vous allez voir que ça touche notre membership, donc du Nord-Ouest, la CSR NO, la CSR Restigouche, la CSR Chaleur, Péninsule, la CSR de Kent et puis la CSR Sud-Est qui sont participants au projet. Donc, dans chacune de ces CSR-là, il y a des municipalités. Donc, voici les municipalités qui sont participantes. On va en ajouter d'autres, je suis pas mal certain. Puis là-dedans, on parle seulement des municipalités qui ont répondu à l'appel d'intérêt. Il y en a des municipalités qui, par défaut, vont être incorporées au géoportail. Si je prends par exemple le village de Cap-Pelé qui va être fusionné avec Beaubassin, mais Beaubassin n'est pas dedans le projet du géoportail, donc j'anticipe que Cap-Pelé va inclure Beaubassin lors de la fusion éventuellement. Donc, ça, c'est une des choses. Donc, techniquement, on en a 24, mais il va en avoir plus que ça qui vont l'utiliser au final. Dans la CLSR de la péninsule acadienne, si vous voyez à peu près le portrait, donc les municipalités en rouge, c'est les nouvelles municipalités, mais ceux qui sont en noir juste en dessous, c'est les anciennes municipalités qui composent ces nouvelles municipalités-là. Donc, on voit que pratiquement toute la péninsule acadienne sont présents dans le projet. Félicitations. Ensuite, on a la CSR de Kent. Donc, là aussi, les municipalités de Kent ont participé avec un grand nombre. La seule ville de Kent, je crois, qui n'est pas là-dedans, c'est Bouctouche. Comme péninsule, c'était Tracadie qui était la seule municipalité qui n'était pas présente. Ensuite, dans la région du Sud-Est, la CSR Sud-Est, on a la ville de Dieppe et puis le village de Cap-Pelé. Dans la CSR Chaleur, on a la municipalité de Belle-Baie, donc les 4 entités qui forment la municipalité de Belle-Baie. Dans la CSR Restigouche, on a Eel River, Dundee et puis Balmoral, et possiblement d'autres plus tard. Excusez-moi. Et puis dans la CSR Nord-Ouest, on a seulement la municipalité de Saint-Quentin pour le moment. On est en discussion pour en ajouter un autre. Pas gros d'intérêt pour ce projet-là dans la CSR Nord-Ouest. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt, je vous blague. C'est parce que c'est eux qui ont créé le projet. Donc, la majorité des municipalités dans cette CSR-là utilisent déjà Géoportail. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de participants dans le projet de la CSR Nord-Ouest. Donc, la prochaine étape, qui était l'étape 2, était l'évaluation des municipalités participantes. Donc, nous, comme gestionnaires du projet, on doit faire certain que les municipalités qui embarquent ont au moins une base en gestion des actifs. On sait que vous en faites depuis 2017, qu'il y a eu la phase 1 provinciale, que vous avez reçu du financement du fédéral une fois, certains 2 fois même. Mais ça veut dire, par rapport au plan de préparation globale, ça veut dire que vous êtes rendu où, vous autres? Puis, pour être capable de livrer ou incorporer un géoportail comme ça, vous avez besoin de 2 choses qui est primordiales. Vous avez besoin du personnel et puis vous avez besoin aussi
d'un jeu de données ou des actifs qui a été collecté. Donc, chaque municipalité participante au projet devra fournir les ressources humaines qui sont adéquates pour la livraison du projet, mais aussi doit fournir une base de données qui va contenir toutes les données techniques de vos infrastructures municipales. Donc, le projet ne va pas payer pour de la collecte de données. C'est déjà supposé être fait par vous autres depuis des années. Ça se peut qu'il va y avoir des trous dans votre base de données, qu'il y a certaines catégories d'actifs où il va manquer certaines données techniques. Ça, on s'y attend, c'est normal. On vous donne l'opportunité entre la portion d'évaluation du diagnostic et puis la livraison du géoportail qui est prévu en janvier pour aller collecter ces données-là. Donc, s'il y a un devoir que vous pouvez déjà mettre dans votre liste, c'est que suite au diagnostic individuel qu'on va faire avec chacune de vos municipalités, il faudra créer peut-être une petite campagne de collecte de données pour aller chercher qu'est-ce qui manque. Donc, ça se peut que vous avez tout. Ça, c'est correct aussi. Je m'en plaindrai pas. Sinon, ben, on travaillera avec vous autres pour aller chercher ce qui manque, mais c'est pas un gros travail. En principe, là, parce que vous avez déjà pas mal de données. Une équipe municipale, l'équipe qui doit être composée, qui doit être composée à l'intérieur de la municipalité. Vous avez deux équipes finalement. Vous avez l'équipe du projet, c'est eux qui vont participer puis qui vont travailler avec le géoportail comme tel, mais vous avez aussi votre équipe de gestion des actifs internes à la municipalité. Chacun de des parties prenantes là-dedans ils ont des intérêts différents dedans. C'est pour ça que ça prend un bon mix des employés pour avoir une équipe de gestion d'actifs locales performante. Dans le temps, dans les anciennes municipalités, c'était très comprenable que l'équipe locale était une équipe de une personne. Ça arrivait souvent. Mais là, avec les fusions, vous avez l'opportunité de donner un petit peu un boost à votre équipe et puis d'ajouter des gens des anciennes municipalités pour vous faire une équipe interne de gestion des actifs. Donc, qu'est-ce que l'équipe municipale interne doit connaître? Donc, ça va vous donner un peu le profil des gens qui devraient y figurer. Donc, la première chose, l'équipe interne doit connaître l'inventaire de tous les actifs qui possède la municipalité. Tous les actifs, là, on parle de tous les tuyaux, toutes les routes, les trottoirs, tous les équipements des stations de pompage. Donc, il y a des gens quelque part dans la municipalité, des directeurs de services, des employés qui savent c'est quoi leur équipement puis qui sont responsables d'eux. Ces gens-là devraient faire partie de votre équipe interne. Ils doivent connaître aussi des caractéristiques physiques, c'est l'âge, la dimension, tout ça. Fait souvent un employé des travaux publics de longue date qui sait qu'est-ce qui a été fait dans le temps où que les ordinateurs n'existaient pas encore. C'est bon à avoir parce qu'on peut noter ces informations-là de l'employé dans le géoportail, puis ensuite, ils vont être considérés. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans une municipalité. Dans les derniers 5-6 ans, on a eu des employés pour des raisons X, Y, Z qui ont quitté. Il y a des employés à cause de la réforme qui ont quitté, qui sont pris des postes dans d'autres administrations. Il y a des employés qui sont décédés aussi avec le temps. Donc, pour éviter la perte d'informations, c'est important de capturer ces informations-là le plus rapidement. Puis ensuite, ben, ils sont là. Vous n'avez plus besoin de les recollecter. Ces données-là, ils sont déjà là. Et puis, on parle de caractéristiques financières des actifs, donc ça porte la logique dit, ça prend quelqu'un de département des finances dans le dossier pour être capable de faire le lien entre les données techniques puis les données financières de ces actifs-là. Le rôle des personnes dans l'équipe interne, donc les employés, eux, vont collecter des données en temps réel. C'est eux autres qui vont fournir la machine, comme on dit, qui vont aller chercher les données techniques sur le terrain. Les administrateurs, eux, vont compiler ces données-là, vont faire certain que ces données-là sont exactes, ils vont analyser avec des rapports. Puis les élus, eux, ils prennent des décisions qui sont basées sur des données qui ont été fournies par les deux autres paliers précédents, c'est-à-dire les administrateurs puis les employés. Donc, c'est ça le rôle interne d'une équipe municipale. Idéalement, il devrait avoir un membre des finances, un membre des travaux publics, un membre de la direction générale et puis un membre élu.
c'est un mix qui serait idéal. À cette heure, au niveau du nombre, vous pouvez avoir plusieurs personnes des finances, plusieurs personnes élues, plusieurs personnes dépendant de vos contextes, mais votre équipe interne devrait ressembler à quelque chose comme ça. Je vais juste reculer d'une présentation. Au niveau des entrevues individualisées, on va contacter chacune des municipalités suite à la formation ou entre la formation 1 et la formation 3 pour faire une entrevue, pour vous faire parler finalement, pour que vous nous dites un peu dans vos mots c'est quoi votre équipe, c'est quoi, où vous êtes rendu avec vos données. Puis nous, on va analyser vos données, puis on va vous dire qu'est-ce qui vous manque. Fait que, pas besoin d'avoir peur sur comment vous enligner à travers tout ça. On va vous enligner, on va vous contacter individuellement, puis on fera une mini planification pour le projet pour faire certain que tout se passe sans embûche. Alors, pour la prochaine phase du projet, on parle de la phase de réalisation. Je vais partager, ou plutôt, je vais donner la parole à mon collègue Ala. Ala, qui est le coordonnateur en géomatique pour la CSR Renault. C'est la portion qui est un peu plus technique du projet. C'est où toute son expertise va entrer en ligne de compte. Alors, Ala, je vais te trouver. Ah, ton micro ouvert, parfait. Je te donne la parole, puis je vais me retirer quelques instants. Merci Marcel pour cette première partie. Donc, comme Marcel vient d'expliquer, la première phase du projet, c'est la phase d'évaluation. La deuxième phase, OK. Peux-tu changer le diapo, Marcel, s'il vous plaît? Parfait, c'est la phase de la réalisation. Donc, dans cette phase, il y aura vraiment la préparation, la création des différents éléments, dans la préparation des bases de données, la création des systèmes de gestion des actifs, la création de l'infrastructure géoportail, et puis aussi on va donner des formations pour les opérateurs et puis pour les utilisateurs. Donc, cette phase représente plus toutes les activités techniques et la transmission des connaissances nécessaires pour que le géoportail devienne une plateforme fonctionnelle et utilisable par les employés municipaux. Parfait. Donc, comme on a dit, la phase de réalisation est divisée en deux étapes. La première étape, c'est la préparation puis la création des différents éléments. Donc, ça consiste à la préparation des bases de données qui vont alimenter le système de gestion et l'infrastructure du géoportail. Donc, la première chose, on va préparer les bases de données qu'on va recevoir des municipalités, les mettre sur un format homogène pour qu'on puisse l'intégrer. On sait que les municipalités ont plusieurs sources de données, donc des fichiers Excel, il y a des données sous forme de shapefile, de layer. Il y a des municipalités, surtout pour les nouvelles entités, ils sont composés par plusieurs anciennes municipalités. Donc, c'est pas nécessaire que l'ensemble de ces données-là sont sur le même format. Donc, notre premier travail consiste vraiment à faire la mise à jour, la mise à niveau de l'ensemble de ces bases de données. Donc, ça, c'est une étape cruciale dans le plan d'implantation du géoportail, car vraiment les données constituent la fondation et la charpente de tous les systèmes. Si par exemple, je prends un exemple, l'infrastructure du portail des différents systèmes que le compose, on peut vraiment le considérer comme un moteur. Donc, pour vraiment que ce moteur fonctionne, on a besoin du carburant. Et dans ce cas, vraiment, le carburant, ce sont les bases de données qu'on va préparer pour l'intégration dans le système. Donc, puis la préparation de ces bases de données elle va être basée sur le diagnostic qui va être réalisé dans l'étape d'évaluation. Comme Marcel a mentionné dans la phase précédente, on va faire vraiment
des entrevues individualisées avec les municipalités pour comprendre vraiment les structures des bases de données, comment ces données ont été collectées sur le terrain, la date de collecte, la justesse de données. Cela va nous permettre vraiment de bien analyser ces données-là et puis après de préparer aussi un plan pour vraiment valider puis améliorer ces données-là. Parfait. Donc, dans le diapo prochain, on a aussi la création de systèmes de gestion. Le système de gestion, vraiment, c'est l'étape où on va intégrer l'ensemble des bases de données dans des cartes, applications, formulaires et tableaux de bord. Ce sont vraiment les éléments qui vont composer le système que les employés, c'est-à-dire les utilisateurs, les opérateurs, vont vraiment utiliser. Donc, ça va permettre vraiment de visualiser les données, de l'éditer, de les modifier et les analyser. Et la structure et les différentes fonctions des systèmes de gestion seront détaillées dans un guide d'utilisateur à peu près une cinquantaine de pages. Donc, ce guide-là va détailler l'ensemble d'utilisation vraiment de ces systèmes-là. La troisième partie dans la deuxième étape de la phase d'évaluation, c'est vraiment la création de l'infrastructure du géoportail. Donc, les infrastructures du géoportail municipal vont être créées dans le géoportail des CSR pour les municipalités qui ont leur servi de leur CSR et dans des géoportails ou dans les infrastructures des municipalités qui n'ont pas vraiment le service de la CSR. C'est l'étape qui va permettre aux utilisateurs d'accéder au système de gestion des données à travers d'une interface en ligne sécurisée. Donc, les employés auront accès à cette plateforme en ligne en utilisant des usernames et des mots de passe afin d'accéder à l'ensemble des systèmes pour qu'ils puissent vraiment faire les opérations. Donc, tout vraiment les détails sur la façon de procéder, puis pour manipuler, pour la création de cette infrastructure vont être détaillés dans un guide de l'opérateur. Ce guide est dédié aux professionnels de géomatique des CSR puis des municipalités participantes. Ça va leur permettre vraiment de créer la partie qui se trouve vraiment derrière l'interface du géoportail, tout ce qui est vraiment technique. Parfait. Donc, la deuxième étape de la phase de réalisation, c'est la préparation des produits de connaissance dans le guide de l'opérateur puis le guide de l'utilisateur. Comme j'ai mentionné tantôt, vraiment, la création des guides a pour objectif d'aider les opérateurs puis les utilisateurs de bien comprendre le fonctionnement des différents systèmes qui composent l'interface du géoportail. Donc, ces guides vont expliquer les fonctions de base de l'interface et aussi comment le géoportail est structuré, car c'est très important vraiment de comprendre comment le géoportail est structuré afin que les personnes qui vont gérer le géoportail dans le futur puissent vraiment améliorer, ajouter, modifier, puis mettre à jour tous les systèmes qui sont déjà en ligne. Puis ces guides peuvent également évoluer avec le temps au gré de nouvelles utilisations ou modifications proposées par les utilisateurs, car le projet, il y aura une autre étape qui s'appelle amélioration et développement, où vraiment les utilisateurs peuvent suggérer d'autres types de systèmes, d'autres applications. Donc, ça peut être intégré ultérieurement dans ces guides-là. Donc, concernant le guide de l'opérateur, c'est à peu près une cinquantaine de pages. Le guide a pour objectif d'aider les opérateurs de systèmes des systèmes d'information, des responsables de GIS, des CSR des municipalités
à reproduire la même structure des bases de données. Donc, on peut trouver dans ce guide vraiment les structures de bases de données qui donnent référence au AIMSWAR, donc les structures de bases de données dans le AIMSWAR qui va être vraiment appliqué dans le cadre de ce projet-là, à répliquer les différents systèmes qui vont intégrer ces bases de données, c'est-à-dire comment les cartes ont été programmées, les tableaux de bord, les applications, c'est quoi il faut prendre en considération, c'est quoi vraiment les paramètres, les logiciels qui étaient utilisés. Donc, et aussi à reprogrammer l'interface du géoportail municipal où l'ensemble de ces éléments vont être visualisés, comment l'interface a été programmée, c'est quoi il faut prendre en considération. Donc ici, c'est vraiment tout ce qui est technique. Donc, ce guide est dédié vraiment aux, aux employés de GIS. Donc, il faut qu'ils aient un minimum de connaissances pour qu'ils puissent vraiment utiliser ce guide afin de reproduire l'ensemble de l'environnement du géoportail. Puis on a aussi créé un autre guide d'utilisateur aussi, c'est vraiment à peu près une cinquantaine de pages. Puis ce guide a pour objectif d'aider les employés des municipalités de comprendre le fonctionnement du système de gestion des actifs et de connaître les différentes procédures à suivre. C'est-à-dire, ça va vraiment comme un guide, comme un travaux pratique, comme un guide de travaux pratiques où les employés peuvent suivre vraiment plusieurs étapes pour consulter, pour analyser, pour imprimer, pour modifier toutes les données qui se trouvent dans le système de gestion intégré dans le géoportail. Donc, ça va comme aider les employés à faire la mise à jour quotidienne des données, à vraiment à faire toutes les analyses qu'ils veulent sans vraiment trouver une grande difficulté. Donc ça, c'est vraiment concernant la phase de réalisation donc, qui est composée par ces deux étapes-là. Donc maintenant, je donne la parole à Marcel pour qu'il puisse continuer la présentation. Merci Ala pour ces précisions techniques. C'est bien cadré. J'aime ça quand c'est bien cadré. Au niveau du calendrier de livraison, on va poursuivre là-dessus. Vous pouvez vous faire une impression d'écran ou même je peux vous envoyer le document. Il y a en Excel, je pense, je vous l'avais envoyé dans le clavardage. C'est le calendrier officiel de livraison du projet pour le participant. Donc, à quoi vous attendre et puis quand. Au niveau de la description, vous allez voir, bon, il y a déjà des choses qui sont produites. Là. On est déjà rendu en octobre, quasiment en novembre. Donc, on est au point 3, qui est la livraison de la formation 1, rencontre de lancement. Donc, auparavant, on a déjà eu le recrutement des participants puis l'annonce des participants. Bon, la première formation. La formation numéro 2, qui serait donnée à l'intention du personnel de géomatique ou les personnels des CSR ou les personnels géomatiques municipales, va avoir lieu le mois prochain en novembre. On prend une pause en décembre pour les fêtes et puis pour vous permettre de vous asseoir dans vos nouvelles municipalités. Et puis en janvier 2023, on va avoir la formation d'introduction à l'outil de gestion des données, gestion des actifs et climatique, mais finalement introduction au géoportail municipal. C'est là que vous allez être dans le siège du conducteur avec vos géoportails, vos licences, puis vos données toutes prêtes. Ensuite, après qu'on va avoir lancé la formation en janvier puis qu'on va vous avoir donné l'outil, ça va être le temps de vous familiariser avec cet outil-là. Donc, durant la période de février jusqu'à septembre, il va y avoir de l'assistance technique de faire au CSR pour justement la mise en place des systèmes. Et puis, il va y avoir de l'assistance technique offerte aux municipalités pour l'utilisation du système de mars jusqu'à octobre. Chaque municipalité a un montant d'heures prédéterminé pour qu'on puisse les aider là-dedans. Ça fait que si vous avez des besoins, des questions, n'importe quoi, ça ne coûte rien. Vous avez payé pour ça dans votre coût du projet. Donc, vous avez, je dirais, au moins une dizaine d'heures chacun que vous pouvez nous utiliser pour vous aider à faire du sens avec ce système-là, avec le géoportail.
Bon, pendant cette période d'assistance technique-là, il va y avoir la livraison de 2 formations, donc les 2 dernières formations du projet. Il va y avoir la formation numéro 4, comment effectuer la mise à jour en continu du géoportail. Et puis la formation numéro 5 qui est dynamiser vos données municipales. La dernière formation qui va avoir lieu en septembre, c'est une formation où on va ajouter des outils à votre géoportail qui va vous permettre de faire une sélection ou plutôt une identification des actifs de votre municipalité qui se trouvent en zone inondable. On va être capable on devrait être capable, ça c'est on est encore en développement, on a encore 1 an pour le faire, c'est la beauté de la chose. On est en train de développer une couche de données qui va superposer les données provinciales de zones inondables à vos données municipales. Donc, vous allez être capable d'identifier quel actif de votre municipalité se trouve dans ces zones-là pour être capable de mieux planifier le renouvellement ou le remplacement. Ça, on va vous donner ça, cette couche-là de données dans la formation numéro 5. Puis ça va être la dernière formation du projet. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir à faire après le projet? Il va falloir remplir les fameuses échelles de préparation de la FCM. Donc, ça, on se garde octobre-novembre pour pouvoir compléter ça avec vous. Donc, moi, je vais vous contacter individuellement pour compléter ces échelles de préparation-là de la FCM par la suite. Donc, pour le participant, c'est à peu près comme ça que le projet va être déroulé. Les sessions qui sont en vert, c'est les sessions de formation qui sont en classe. Donc, au courant de la prochaine année, vous allez en avoir 4. Et puis, les séances qui sont en bleu, c'est des séances d'assistance technique. Donc, ça, c'est des périodes qui sont ouvertes pour l'assistance technique. Donc, si vous nous avez besoin durant ce temps-là, c'est là que vous pouvez nous prendre. Sinon, nous, on continue à travailler dedans nos choses, puis on continue à faire du développement de vos géoportails en attendant, puis on va prendre des plages de temps durant cette période-là pour vous accompagner. Ça se fait au courant de l'été. On réalise ça un peu là, mars, avril, mai. Mais souvent, ça va être cette période-là ce que vous allez utiliser pour faire de la collecte d'informations. Vous allez avoir des étudiants. Ça fait que ça peut être une période aussi où on peut aller coacher des étudiants à faire certaines tâches que vous avez besoin aussi, là. Donc, libre à vous de nous utiliser durant la période de février à octobre l'année prochaine. Donc, ça va pour le calendrier de livraison. Ensuite, on passe à la dernière phase du projet qui se trouve être la phase 3, qui est la phase d'exécution. Donc, on a passé les 2 premières phases qui étaient la phase d'évaluation. Donc, on a évalué vos données, les municipalités, les participants. On a évalué, ensuite, on passe à la phase de réalisation. Donc, on incorpore vos actifs dedans le projet, dedans le programme, dans le géoportail. Alors là, dans la dernière phase, dans l'exécution, c'est comment on gère ou comment on pilote un programme comme ça à l'intérieur d'une municipalité. On ne va pas vous lâcher lousse, comme on dit, là, dans un système comme ça, puis faites ce que vous pensez que vous devez faire. Non, non. On va travailler avec les municipalités pour que chacune des municipalités peuvent établir un plan en fonction des ressources qu'ils ont à accorder à leur gestion des actifs pour assurer qu'il y a des procédures puis des politiques qui sont développées en arrière qui assurent une mise à jour en continu des données avec les employés. Donc, ça veut dire comment l'employé de travaux publics va collecter l'information sur le terrain, comment il va faire ça, quel formulaire il doit utiliser. Puis ça fait partie d'un plan de fonctionnement on dit pour chaque municipalité, parce que chaque municipalité va vouloir opérer différemment ou va peut-être pas nécessairement opérer de la même façon. Il y en a qui vont vouloir utiliser des formulaires papier, puis que les employés vont apporter le formulaire papier au bureau, puis c'est le directeur de service qui va entrer les données manuellement dans le géoportail. Il y en a d'autres qui vont vouloir donner ce pouvoir-là aux employés directement sur le terrain, puis aller prendre des photos, puis rentrer des informations qu'ils font sur les travaux directement à partir de leur tablette ou de leur cellulaire. C'est des choses qui sont possibles. C'est juste que maintenant, il va falloir qu'on l'établisse chez vous, comment ça va fonctionner. Donc, chaque municipalité est différente, donc on fera cet exercice-là avec vous. Puis donc, on veut créer avec cette phase-là, justement, un environnement de travail qui va être participatif. Donc, on veut une équipe dynamique, des gens
pas nécessairement qui mangent la gestion des actifs comme nous autres, mais qui sont très compétents dans leur fonction pour que quand on met ces gens-là ensemble, on a une équipe d'enfer. Donc, je l'ai mentionné au début, mais je vais en reparler tout à l'heure d'un genre d'équipe idéale que vous devriez avoir. Donc, qu'est-ce qui va... le processus d'amélioration continue qui va être créé justement avec ça va aller aussi il va aller aussi en accord avec qu'est-ce que la municipalité va faire dans ses prochaines phases en gestion des actifs. Je vais y revenir plus loin, vous allez voir que ça va faire beaucoup plus de sens. Donc, la première des choses, on établit un plan de fonctionnement pour la municipalité pour assurer justement que le système va être continué d'être utilisé après la formation, parce que c'est ça qui est l'objectif, que ce système-là prenne de l'ampleur et puis que vous continuez au-delà du projet à l'utiliser. Puis ça va permettre de mettre un rôle clair avec chacun des intervenants dans le système. Donc, vous avez des nouvelles municipalités qui se créent présentement. Ben, c'est le temps de placer votre équipe au bon endroit, puis d'établir qui va être qui, puis qui va faire quoi. Dans le terme de rôle général dans le projet, l'opérateur du système, c'est qui, lui? L'opérateur du système, c'est l'employé de géomatique qui va se trouver à la CSR ou l'employé de géomatique de votre municipalité qui s'occupe de la gestion de votre GIS, de votre SIG à l'interne. Chaque municipalité est différente. Il y a des municipalités qui ont leur propre service de planification puis qui vont être comme une mini CSR finalement. Mais il y a d'autres entités que eux, ils vont faire totalement affaire avec la CSR, c'est eux qui vont répondre à ce rôle-là. Donc, l'opérateur du système, le Manitou derrière le géoportail pour votre municipalité, lui, son rôle, ça va être de maintenir l'intégralité du système, les licences, les accès, les couches de données. Donc, c'est la personne qui travaille en GIS, l'employé de GIS. Ensuite, lui doit collaborer avec les autres utilisateurs pour améliorer le système. Parce que, veut pas, l'employé va faire des choses sur le terrain, mais il va peut-être arriver avec une rétroaction en disant « Ouais, mais ce formulaire-là, il ne marche pas trop bien, j'aimerais ça avoir des choix supplémentaires là-dedans ou j'aime pas le visuel. » L'opérateur, lui, devra répondre à l'utilisateur pour lui dire « OK, ben, assisons-nous, on va travailler ce formulaire, peut-être le modifier pour que ça réponde un peu plus à la réalité. » Nous autres, on a fait ça, ce géoportail-là, la CSR Nord-Ouest, la FMNB. On n'est pas des gens qui travaillent activement à tous les jours dans des municipalités. Ça fait qu'on n'a pas la prétention de dire que le système qu'on a créé est parfait, mais on peut au moins vous le dire que si ce n'est pas parfait, c'est extrêmement modifiable puis on peut l'adapter. Donc, on a besoin de votre rétroaction pour améliorer l'outil. On croit que le produit de base qu'on vous offre présentement est excellent pour accomplir les fonctions, mais personnellement, je crois qu'il pourrait être amélioré puis va être amélioré avec l'apport des utilisateurs qui va être vous autres. On parle aussi de développer d'autres applications qui répondent aux besoins de la municipalité en matière de gestion d'actifs, mais je peux parler en matière de n'importe quoi d'autre aussi. Si vous voulez parler de transport collectif, si vous voulez parler d'immigration, c'est toutes des données qui peuvent être analysées à l'intérieur du géoportail. Moi, j'ai mes œillères gestion d'actifs parce que c'est ça mon projet, puis c'est pour ça que la FCM me finance. Mais vous, comme municipalité, ce géoportail-là peut être utilisé à faire 1 million de choses. On va en reparler aussi tout à l'heure dans les possibilités futures. Donc, je vais aller avec le rôle de l'utilisateur maintenant. L'utilisateur, ça va être de maintenir les données à jour. En faisant certain que, par exemple, quand on creuse un trou, puis le système nous disait qu'on avait une pipe de 6 pouces de copper, ben, si c'est une pipe de 3 pouces de PVC, il y a une modification à faire à quelque part. Ça devrait allumer une cloche, puis donc il devrait avoir une rétroaction de fait à l'opérateur pour dire dans cette catégorie d'actifs-là, à cet endroit-là, on n'a pas le bon matériel dans la base de données, puis là, il y a un changement qui va se faire. Ça peut faire une différence, hein, la grosseur d'une conduite, le matériel de la conduite. Quand on vient calculer des coûts de remplacement, puis on change une conduite de métal, de fonte, puis on change ça pour une conduite de PVC, il y a des économies de coûts de remplacement énormes. Donc, à ce niveau-là, c'est bon d'avoir les bons matériels puis les bonnes grosseurs parce que sinon, ça peut
ça peut mettre de la distorsion dans vos analyses. Bon, ensuite, alimenter le système de mise en place avec des données. Donc, à chaque fois qu'il y a des interventions sur des actifs, ça peut être un changement d'huile sur un véhicule, ça peut être une réparation de fuite. Ben, vous avez fait une intervention sur le système, il y a eu des coûts à ça. Vous êtes capable d'évaluer c'est quoi vos coûts de maintenance puis d'opération pour vos systèmes. Bon an, mal an, vous devez les budgéter, ces coûts-là, mais la fonction principale des enregistrés, c'est pour savoir à quel moment que je suis en train de mettre de l'argent sur un problème finalement qui ne se réglera pas ou à quel moment je mets trop d'argent pour qu'est-ce que ça vaut puis que je dois remplacer mon actif. À un moment donné, les données financières sont importantes pour ces raisons-là. Puis bon, dernier point, de suggérer des améliorations qui faciliteraient le travail des employés sur le terrain. Ça peut être, par exemple, la création de formulaires de prise en compte de failles dans le trottoir. On peut créer un formulaire dans cet environnement-là, puis à chaque fois qu'il y a un employé qui note qu'il y a un trottoir, qu'il y a une dénivellation qui n'est pas bonne ou qu'il y a une dalle de ciment qui monte, puis ça peut créer un risque, il va le remplir puis il va le noter. Fait que là, quand la municipalité va faire de la maintenance, ben, au moins, il y aura une liste d'endroits sur ces trottoirs qui doivent être corrigés pour éviter les réclamations. Puis, tu sais, on part avec ça. Donc, les plaintes, les avis, des évaluations visuelles, ça doit tout être enregistré puis mis en commun dans une même plateforme pour que vous savez vraiment c'est quoi l'état de vos infrastructures comme décideurs. Excusez. Là, maintenant, il y a nos rôles à nous parce qu'on vient de dire c'est les rôles de la CSR qui va travailler dans le projet, puis les rôles de la municipalité. Mais nous, comme association, puis la CSR Nord-Ouest, on a nos rôles à jouer aussi dans le projet. Donc, nous, à l'association, à l'association et à la CSR Réno, on va travailler avec la création, je vais corriger la coquille, création des systèmes de gestion d'actifs, création de l'interface du géoportail. On va s'occuper de faire la formation des utilisateurs, formation des opérateurs, puis apporter le soutien technique là-dedans. Les municipalités qui participent, eux, vous, dans la salle, vos principales tâches, c'est nous fournir les données qu'on va utiliser pour mettre dans le système, puis créer votre équipe interne de gestion d'actifs, votre équipe de rêve, si vous voulez, des gens qui proviennent d'anciennes municipalités, de vos anciennes municipalités ou du nouveau personnel, peu importe, qui va faire partie de votre équipe à l'interne. Et puis, il y a aussi des firmes externes là-dedans, il ne faut pas les oublier. Il y a beaucoup de firmes qui font du maraudage puis qui vous sollicitent pour des services en gestion des actifs. J'ai rien contre ça, finalement, parce qu'au niveau des ressources humaines, on réalise que des municipalités qui ne peuvent pas fournir puis qui ont besoin des firmes externes pour ça. Moi, je suis très collaboratif avec peu importe quelle compagnie ou quelle firme avec qui vous faites affaire. On a des bons contacts avec Englobe, avec Roi Consultant, avec Boissonneau-Maigrat. Il ne fait pas de différence vraiment avec qui vous travaillez. Nous, on va faire les liens avec ces firmes-là pour s'assurer justement qu'ils savent c'est quoi leur rôle là-dedans. Leur rôle, c'est de faire de la conception puis de faire de la collecte de données pour vous autres si vous leur laissez. Mais au fil du temps, ils peuvent même prendre d'autres rôles. Hein. Peut-être qu'éventuellement, la municipalité va décider, moi, je ne veux pas m'occuper de ça, la mise à jour des données. Tiens, firme de consultant XYZ, prends mon nom d'utilisateur puis mot de passe, puis va mettre à jour toi-même les données dans mon système. Si c'est le même que vous voulez fonctionner, moi, je peux pas rien dire. Donc, le système est là, ça c'est permis, ça peut être fait. Le but, c'est ça, c'est que à la fin de la journée, les données sur vos infrastructures vous appartiennent à vous. Que vous n'avez pas besoin d'aller payer 10 fois pour collecter des données sur un projet ou sur une rue parce que vous avez des projets à faire, puis que chaque consultant que vous demandez à un estimé vous charge des frais d'exploration pour aller chercher les données sur le terrain. Les données, ils ne changent pas. Là. La pipe qui a été installée 30 ans passés, là, elle n'a pas grossi, elle n'a pas rapetissé, elle est encore dans le même matériel. Fait que je ne vois pas pourquoi vous avez à payer et à repayer et à repayer pour les mêmes données que vous devriez déjà avoir, puis ça devrait déjà être centralisé dans une base de données. Donc, ces données-là doivent être utilisées pour vous aider, vous autres, à réaliser vos projets. Pas les projets qui sont soumis d'ailleurs parce qu'il y a du financement qui arrive, puis c'est beau, un nouveau parc, il y a de quoi pour ici. Puis... Non, vos projets que vous avez besoin selon votre liste de priorités. Donc,
c'est ça l'objectif de ça. Ensuite, s'il y a d'autres projets qui arrivent ou qui vous sont soumis par des firmes externes, bien, vous pourrez prendre ces projets-là puis les analyser avec vos besoins actuels. Est-ce que ces projets-là cadrent avec qu'est-ce qui est ma vision, puis avec le financement que j'ai disponible, avec la vision de la municipalité en termes de développement? Puis sinon, bye-bye, on se verra une autre fois ou bye-bye, aligne-toi avec nos paramètres parce qu'on ne va pas aller faire une dépense, moi je dis pas inutile, mais une dépense peut-être qui n'est pas appropriée pour nos besoins. On va laisser ça comme ça. Donc, la fameuse question, qui doit participer au programme de formation? Il n'y a pas de question par rapport à votre équipe interne. On sait que dans l'équipe interne, ça regarde à qu'est-ce qu'il y a à l'écran. Un membre élu, la direction des services qui sont impliqués, la direction générale, puis le service des finances pour le lien avec la planification. Ça, c'est votre équipe idéale. Qui va être là-dedans, ça, je vous laisse ça à vous autres. Mais dans le programme de formation, est-ce que tous ces gens-là ont besoin d'être là? Puis la réponse est non. Je ne veux pas vous décevoir. Si vous voulez assister, moi, ça ne me dérange pas. Je vais vous prendre, j'aime ça avoir des statistiques de participation. La FCM aime bien savoir que j'ai plein de monde dans mes ateliers. Mais dans la réalité, c'est qu'on a juste 24 heures dans une journée, puis on réalise aussi que le personnel municipal, si on les sort tous du terrain en même temps, ça peut causer des problèmes au niveau organisationnel. Ça fait que non, c'est pas tout le monde qui a besoin d'être aux formations, c'est pas tous les élus qui ont besoin d'être là, c'est pas tous les DG, c'est pas tous les directeurs de services qui ont besoin d'être là, mais ceux dont vous croyez qu'il y aurait un intérêt à faire partie du comité en haut, par exemple, celui-là du comité interne devrait être là. Ensuite, on parle d'une plateforme qui va vous aider au niveau opérationnel. Donc, l'opérationnel, ça relève de la direction générale. Donc, cet outil-là va servir à la direction générale à monter des dossiers étoffés pour ensuite apporter ces dossiers-là à l'organe décisionnel, qui est le conseil, puis eux vont prendre la décision finale. Donc, en gros, vous allez monter vos dossiers avec des données qui sont factuelles, précises, et puis les élus auront tous les éléments nécessaires pour prendre la meilleure décision possible. En bout de ligne, s'ils ne prennent pas la décision ou la meilleure décision ou celle que vous avez souhaitée, en termes d'administration, il n'y a rien que vous pouvez faire. Vous n'avez quand même pas le choix d'aller avec la décision de l'organe décisionnel qui a dit oui, on veut un parc, même si on n'a pas besoin de parc. Mais au moins, vous autres, à l'administration, vous aurez fait votre travail. Vous aurez suggéré aux élus le meilleur possible selon qu'est-ce que vous aviez comme paramètre. Puis s'ils décident autrement, il n'y a absolument rien que vous pouvez faire. Il faut prendre la décision, rentrer cette décision-là dans le plan. Ah, ils ont décidé qu'on mettait un nouveau parc, bien, on va rajouter un nouveau parc, puis on va l'amortir, puis on va regarder c'est quoi le nouveau portrait à cette heure avec cette mauvaise décision-là. Vous n'avez pas le choix comme administration d'accepter ce qui a été décidé au niveau des élus, mais avec cet outil-là, par exemple, vous allez avoir quelque chose d'assez puissant pour faire valoir lequel projet a le plus de bénéfices pour la municipalité. Donc, c'est un peu ça que je voulais passer à travers de qui doit participer. Là. Il y a certaines municipalités qui me questionnaient et qui se demandaient, ben là, tout le conseil doit-tu être là? Non, le conseil ne doit pas être là. De toute façon, c'est des gens qui ont des emplois le jour, puis nos formations, on les donne le jour. S'ils veulent assister, il n'y a pas de problème. Les formations sont enregistrées, ils peuvent les regarder à un moment ultérieur, mais au moment de la formation ou de l'enregistrement en direct de la formation, c'est pas nécessaire qu'ils sont là. Les gens dans le programme de formation, c'est le personnel affecté à la gestion des données, puis les directions ou le personnel cadre. Après ça, s'il y a des problèmes sur le terrain avec l'employé de travaux publics qui doit utiliser ou peu importe le système, ça, nous autres, dans l'assistance technique, on va s'en occuper de cet employé-là. On va faire une formation directe, on peut aller directement dans vos municipalités pour vous montrer ça. Donc, ensuite, on est dans la phase amélioration et développement. Donc,
pour améliorer les systèmes, il va falloir qu'on travaille avec des tiers. Il y a des gens qui ont des bonnes informations, des bonnes pratiques à nous communiquer. Il faut écouter les gens de l'extérieur qui vont nous suggérer des choses. On parle d'échanger des bons coups pour le développement de d'autres systèmes dans le futur. Ben, s'il y a des municipalités qui ont des idées sur « Hey, moi, j'aimerais ça avoir un rapport sur telle chose », ben, c'est bon de le savoir, ça. Ou plutôt, c'est bon que ça me soit communiqué, parce que peut-être vous n'êtes pas les seuls. Puis peut-être que vous allez passer du temps à développer quelque chose qu'une autre municipalité a déjà développé dans son environnement. Donc, la beauté de ce système-là, c'est que dans votre géoportail, si vous créez quelque chose de bon ou pas bon, on peut l'exporter ailleurs ou pas l'exporter. Ou travailler dessus. C'est une des options qu'on peut faire. Donc, s'il y a quelque chose, c'est pour ça qu'on est 25, 26 dans le projet, ben, s'il y a des bons coups qui se font ailleurs, on aimerait que ça soit partagé pour qu'ensuite les autres participants peuvent en bénéficier. C'est la beauté de cet environnement collaboratif-là. Si il y a des choses qu'en cours de route, vous notez qui est peut-être pas à point ou que vous aimeriez avoir différemment, des visuels qui sont pas corrects ou qui sont moins faciles à lire, puis vous préférez d'autres options, communiquez-le avec nous. Si c'est possible de le faire, on va le faire pour vous autres parce que l'objectif, là, c'est que vous l'utilisez. Puis si qui est pas facile à utiliser, vous ne l'utiliserez pas. C'est simple comme ça. Puis au terme du projet, à la fin de tout, là, quand on va finir au mois d'octobre, novembre l'année prochaine, chaque municipalité qui est dans la salle aujourd'hui va avoir un géoportail qui va avoir les informations pour leurs 3 catégories d'actifs. Puis ensuite, les participants, vous pourrez rajouter des données supplémentaires là-dedans. On va avoir débarré le système dans le sens que pour les fins du projet, on doit se limiter à 3 catégories d'actifs, mais rien qui vous empêche d'ajouter ensuite d'autres catégories d'actifs et puis aller plus loin dans votre développement. Ensuite, donc, je dois passer un peu de temps à parler de développement, mais aussi de la phase 2 provinciale. Le ministère, dans son livre blanc, a annoncé qu'il allait avoir une deuxième phase en gestion d'actifs qui allait commencer en 2023. Cette phase-là, on a eu un aperçu en 2019, qu'est-ce que ça allait avoir de l'air. Et c'est pour ça qu'on a développé l'infrastructure du géoportail en même temps pour répondre à ces questions-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont vous demander dans la phase 2 provinciale? J'ai mis quelques exemples à l'écran, je ne vais pas toutes les lire, je vais juste en prendre quelques-uns, mais on veut que dans la section gouvernance, que vous avez un examen régulier de votre système de gestion des actifs, puis que vous avez une approbation du conseil de placer dedans vos procédures. On veut que vous démontrez le lien entre le plan de gestion des actifs et votre processus budgétaire. Ça, c'est-à-dire, quand vous faites votre budget ou dans votre document de budget, il devrait avoir une mention qui dit conformément à ce qui a été noté dans notre plan de gestion, de notre priorisation de notre plan de gestion des actifs, voici nos priorités pour les années prochaines. Ça fait que là, dans votre budget, on pourrait voir que vous avez suivi des principes de gestion des actifs ou des recommandations de votre plan. Révision périodique des hypothèses, des sites de rendement. Si, par exemple, vous avez des durées d'amortissement de 60 ans pour vos tuyaux en fer, puis finalement, vos tuyaux durent 100 ans, ben, à un moment donné, il va falloir aller dans la base de données puis changer la période d'amortissement parce que pour que ça se reflète dans la réalité. Donc ça, ces choses-là, ça doit être fait périodiquement. Ça ne sera pas fait même dans le projet, mais c'est des choses que la province veut que vous mettez en branle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut juste dire que le géoportail ou le projet qu'on parle d'eux aujourd'hui, il ne va pas répondre aux questions que vous avez à l'écran. Il ne va pas définir c'est quoi les niveaux acceptables de prestation des services. C'est vous autres qui va faire ça. Il ne va pas déterminer c'est quoi les mesures de rendement de vos actifs, à quelle fréquence ou plutôt à quelle fréquence de bris qu'on a assez puis qu'on doit faire, une action envers nos actifs, par exemple. Ça, c'est pas des choses qui vont être réglées à travers le géoportail. C'est du travail, ce qu'on appelle administratif ou procédural, que vous allez devoir faire à l'interne. C'est aussi pas de l'ouvrage que vous allez pouvoir donner à vos ingénieurs.
C'est pas eux autres à faire ça. C'est vraiment à votre municipalité d'établir c'est quoi vos priorités, puis ensuite d'établir le processus interne qui va s'assurer que la machine elle roule, puis elle continue de rouler même après que le projet est fini. Ce travail-là, c'est notre travail à nous autres, à l'association. C'est de vous accompagner dans ce processus-là, puis de développer des politiques, puis de développer, de faire l'identification des niveaux de service, développer votre cadre procédural. Mais ça va se faire en parallèle à l'intégration de votre géoportail. On ne peut pas vous donner un géoportail comme ça, puis après ça, il n'y a aucune mesure de qui c'est qui met ça à jour. À un moment donné, il faut travailler avec le personnel puis s'assurer que, oui, OK, à toutes les 2 ans, on va aller réviser les périodes d'amortissement pour voir, ah, on a les bonnes périodes, ça fait du sens. On va aller voir qu'est-ce qu'on utilise pour valider si notre actif, notre standard, notre KPI, notre standard de rendement, est-ce que l'actif répond? Est-ce qu'il ne répond pas? Puis qu'est-ce qu'on fait s'il ne répond pas? Toutes ces choses-là, ça peut être rodé dans le niveau procédural, puis que quand tu enlèves un employé puis tu le remplaces par un autre, il n'y a pas besoin de se demander qu'est-ce qu'il y a à faire. Toute la procédure est déjà établie. Ah, OK, je prends cet actif-là, je fais ça avec, je fais ça avec, je fais ça avec. Donc, ça, c'est à nous autres à travailler à travailler ça avec vous autres comme municipalité, puis établir ce qu'on appelle le cadre procédural qui va piloter votre programme de gestion des actifs en arrière à la municipalité. Ça m'amène à parler de la stratégie en gestion des actifs. Un plan de gestion des actifs, ça vous donne la situation de la municipalité à une date précise. Donc, toutes les municipalités qui sont dans la salle aujourd'hui, qui ont fait faire des plans de gestion des actifs avec le financement de la FCM, vous avez reçu un beau rapport d'une 40aine de pages, 50aine de pages qui contenait super informations là-dedans, mais la journée que vous avez changé un actif dans votre parc d'actifs, ce plan-là, il n'est plus bon, il n'est plus valide. Donc, un plan de gestion d'actifs, c'est une photo à une journée précise de l'état de l'infrastructure de votre municipalité. Une stratégie en gestion des actifs, c'est totalement différent. Ça vous dit comment vous allez faire ça, puis quand vous allez le faire. Puis ça, c'est important pour une municipalité de savoir, pas juste au niveau organisationnel, mais aussi pour communiquer avec la population puis avec les élus, que les tâches que vous faites, il y a un but précis à ces tâches-là, ça va servir à ça, puis qu'il faut que le conseil donne les coups de franche à l'administration pour réaliser ces tâches-là. Donc, la municipalité, ou moi, mon souhait, ça serait que chaque participant s'établisse une stratégie en gestion des actifs, quel objectif on veut atteindre, quand, puis se faire un calendrier de ça. Puis après ça, ben, c'est d'identifier qui va faire ces tâches-là à l'intérieur de la municipalité. Puis vous allez peut-être réaliser à quelque part qu'il vous manque de monde pour réaliser ces tâches-là. Ben là, vous m'appelez, on fait une entente de service, puis je vous accompagne dans ce processus-là si vous voulez, si vous avez besoin d'assistance. On a un service d'appui à la FMNB qui sert justement à ça pour vous donner un peu une idée là, de qu'est-ce qui est le portrait global pour votre municipalité, de faire du tri un peu là-dedans. Dernière chose que je voulais mentionner, c'est dans le document de la formation, à la dernière page, au niveau du développement stratégie, ou plutôt l'avant-dernière page, j'ai ajouté un exemple de stratégie de gestion des actifs qui ressemble à peu près à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien dans mon écran. Mais c'est un peu ça que j'aimerais que vous travailliez ou travaillez avec vous autres pour monter. Et un genre de planification sur 3-5 ans, sur quelle activité vous allez faire envers votre gestion des actifs, puis qu'est-ce qui est votre objectif par rapport à ça, où vous souhaitez à vous rendre. Donc, on est rendu là. Puis le service d'appui est encore là pour vous aider à travers ce processus-là. Maintenant, au niveau des exigences des participants. Chaque participant va avoir des devoirs à faire. Même aujourd'hui, désolé, ça fait partie de la game. Étant donné que c'est une subvention de la FCM, après chaque activité de formation comme aujourd'hui, je vais vous envoyer aux participants un sondage
C'est un sondage genre SurveyMonkey là, qui est déjà préparé. C'est la FCM qui a préparé les questions à ça. En gros, ils veulent savoir, eux, si nos activités à nous autres répondent à vos attentes. Donc, c'est important pour eux autres d'avoir ce feedback-là et pour nous autres aussi, pour savoir justement si on a atteint notre cible par rapport à ce qu'on souhaitait vous enseigner ou communiquer comme information. Donc, je vais vous envoyer après chaque formation un lien pour remplir le sondage. Puis ça, c'est pas un par municipalité, c'est un par personne. Fait que juste pour rendre ça clair, un lien par personne. Après chaque formation, vous allez en avoir. Donc, en tout et partout, maximum 5 sondages à faire sur un an et demi, pas pire. La deuxième chose, c'est l'échelle de préparation de la FCM, la fameuse échelle de préparation. Ceux qui ne sont pas familiers avec, c'est un document que la FCM exige au début et à la fin de chaque projet pour évaluer si le projet en question a eu des bénéfices pour la municipalité. Moi, je m'engage à contacter dans notre entrevue personnalisée là, pour chacune des municipalités, je m'engage à remplir cette échelle de préparation-là avec vous autres. Il y a des paramètres qui sont peut-être déjà remplis sans que vous le sachiez parce que les projets de la FCM, étant donné que pour chacun des projets, vous en faites une au début puis une à la fin, l'échelle de préparation de la fin de votre dernier projet devient celle-là du début de votre prochain projet. Donc, tous ceux-là qui ont eu des activités en gestion des actifs ou du financement, si vous avez votre échelle de préparation de fin du dernier projet, bien, votre échelle de préparation que vous devez compléter pré-formation, qui est à l'écran présentement, va être déjà faite. Donc, ceux qui n'ont jamais fait d'échelle de préparation, ça prend à peu près 1 heure à compléter. Je peux faire ce processus-là avec vous autres, soit au téléphone ou en personne, mais communiquez-moi, puis je pourrais prendre rendez-vous avec vous. Donc, ça, c'est les seuls devoirs que vous allez à faire. Ça va être le sondage pour un par participant, puis une échelle de préparation au début et une à la fin de la formation. C'est tout. Maintenant, on passe à la dernière acétate, du projet. On parle des opportunités de développement. Je vous ai dit tout au long que cet outil-là servait à faire de la gestion des actifs, mais ça ne sert pas juste à ça. On peut développer cet outil-là vraiment jusqu'aux limites de qu'est-ce que vous autres, vous pouvez gérer comme données. Si vous voulez rajouter d'autres catégories d'actifs, on peut faire ça. Si vous avez des analyses de gaz à effet de serre pour vos bâtiments, vos véhicules, on peut rajouter les codes GES à chacun de vos véhicules, créer un tableau de bord qui va faire le suivi de vos codes GES puis des améliorations que vous avez posées. On peut faire ça. On peut créer un tableau de bord qui va analyser c'est quoi les coûts de remplacement des actifs qui sont à remplacer pour le prochain 5 ans. Ça se fait. Des registres d'informations supplémentaires, créer des registres de plus. On m'a déjà demandé pour des registres de pièces de rechange. Un actif qui est en sol ne va pas aller se dégrader, mais c'est important de savoir c'est quoi la liste des pièces de rechange parce que si ton actif a un bris, ben, tu as besoin d'une pièce pour le remplacer pour éviter un bris de service. Si tu ne l'as pas, cette pièce-là, où tu vas aller la chercher? Fournisseur? Tu appelles le fournisseur. Ah, ben, problème d'approvisionnement, ton morceau est en Chine, il n'arrivera pas avant 3 mois. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, avec un registre de pièces, ça va être possible d'aller consulter les pièces, les pièces de rechange des municipalités qui sont dans le même projet que nous autres. Donc, si toutes les municipalités qui sont dans le projet ont un stock de pièces, vous allez être capable de dire, oh, la pièce qui me manque, il y en a une à Saint-Léolin, il y en a une à Saint-Isidore. Je vais appeler la municipalité, voir s'ils ne peuvent pas me la prêter. Je vais commander l'autre. Quand j'arriverai avec mon autre pièce, ben, je pourrai aller leur remettre à eux autres, ou en commander 2, d'avoir une d'extra en même temps. Donc, au niveau de la planification, des registres d'informations supplémentaires, ça peut être ajouté. Des registres avec les clés, quel employé a quelle clé, ça ouvre quelle porte, vous pouvez avoir ça. Des registres de formation des employés aussi, des formations qu'on appelle la timer, là, des formations qui doivent être faites périodiquement, comme
RCR, premiers soins, des choses comme ça, ou des formations d'opérateurs de systèmes d'eau, d'égouts, des choses comme ça. Ces formations-là ont des coûts, donc si vous voulez planifier les coûts dans le temps, vous pouvez savoir, OK, une formation, elle dure 3 ans, donc elle a un amortissement de 3 ans. Donc, dans 3 ans, il va falloir que j'ai un autre coût de formation, etc. Donc, ça va te permettre de faire de la planification plus à long terme, plus précise. Puis là, on a le dernier, qui est le dernier module qu'on s'est fait demander à répétition, qui est un système de gestion des requêtes citoyennes, communément appelé un système de gestion des plaintes. Le système est déjà monté en format test, format bêta. On est en train de le tester avec des municipalités. Ça va être possible pour vous d'avoir un système de gestion des requêtes qui va être capable de géolocaliser les plaintes ou les bris de service sur votre territoire, que ce soit au niveau des chiens errants, des bruits excessifs, des nids de poules ou peu importe. Vous allez être capable d'avoir un tableau de bord qui va vous permettre de dire j'ai eu tant de réparations dans telle année, ça m'a coûté X, Y, Z. Vous allez être capable de faire un suivi justement sur vos plaintes, puis aussi établir un genre de standard pour la réponse à ces plaintes-là. Donc, on répond à une plainte dans combien de temps? C'est quoi la schématisation de la plainte? Quand elle arrive à la municipalité, c'est qui la reçoit? Est-ce qu'on laisse la chance aux employés, aux citoyens avec un formulaire sur la page web de remplir des plaintes? Oh mon Dieu, ça pourrait faire de l'abus, ça. Il pourrait y avoir des citoyens qui remplissent des plaintes à répétition, mais OK, mais est-ce qu'on assigne un employé à la municipalité qui va rentrer l'information dans le système? Fait que toute cette schématisation-là du processus de gestion des requêtes citoyens, avant de vous donner un système comme ça doit être établi. Parce qu'on ne peut pas laisser mettre un système de gestion des plaintes comme ça, puis vous lâchez lousse avec ça ou lâcher les citoyens lousse avec ça. Ça va créer des résultats qui vont être un peu cocasses, si on peut dire. Donc, avant même d'avoir ou de créer des applications ou mettre des systèmes de gestion supplémentaires dans vos géoportails, c'est toujours important d'examiner l'aspect procédural avant pour voir, ben, OK, on veut faire ça, mais dans les faits, comment ça va se faire dans le jour le jour. Puis ça, nous, on va travailler encore avec les municipalités, même à travers notre service d'appui. Si c'est des choses que vous voulez développer, on pourra faire ça à travers ça. Donc, c'est tout ce qu'on avait officiellement aujourd'hui pour la présentation du projet dans son ensemble. Si vous voulez vous référer ou si vous avez des questions, ben, je vais vous référer au guide du projet au niveau de la structure du projet, de comment ça va être livré. Donc, vous l'avez, c'est la recette. C'est vraiment comme ça qu'on va piloter le projet pour la durée, pour la prochaine année. Donc ensuite, les prochaines étapes pour nous, comme gestionnaire du projet, ça va être de poursuivre la création des guides qui vont être utilisés pour les prochaines formations, puis monter les programmes de formation avec les municipalités, plutôt monter les jeux de données et puis les entrevues individuelles avec les municipalités. On va faire compléter les échelles de préparation avec chacun des participants, des échelles de préparation pré-projet. Et puis, on va monter vos jeux de données pour l'intégration dans les géoportails. C'est ça qui est notre pain sur la planche pour le prochain, je dirais, 6 mois là, au niveau de l'association puis de la CSA Nord-Ouest. Donc, vous voyez aussi qu'il y a le logo du gouvernement du Nouveau-Brunswick dedans notre bannière. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou le ministère approuve notre initiative. Donc, ça s'inscrit dedans qu'est-ce qu'ils veulent que les municipalités migrent vers, le genre de système de géomatique. Ils l'ont tellement aimé, le géoportail, qu'ils ont demandé à notre développeur Ala de travailler avec eux pour la création d'un géoportail, mais pour les districts municipaux qui vont être créés avec la réforme. Donc, si c'est bon pour nos municipalités, puis que c'est bon pour les districts municipaux,
Ça va aussi être bon pour les municipalités anglophones. Donc, dans les cartes, là, on est en train de regarder à voir est-ce que cet outil-là qu'on vous propose, je vais dire comme ça, en primeur à travers ce projet-là, va être livré à la grandeur de la province, même au-delà de la province avec notre municipalité du Québec qui veut rejoindre. Mais au moins, si on a un accord au niveau provincial que cet outil-là a des capacités adéquates pour livrer la marchandise, puis que ça va aussi être utilisé par la province pour gérer ses districts ruraux. Donc, il n'y a rien qui empêche les autres municipalités de la province de l'utiliser. Donc, notre prochaine étape à nous, c'est de travailler avec la province, de voir est-ce qu'il y a une manière de rendre cet outil-là permanent pour toutes les municipalités du Nouveau-Brunswick avec un système central de gestion des données. Un jour peut-être, mais c'est dans les cartes, c'est ça qu'on essaie de développer. Je ne vais pas prendre plus de votre temps ce matin. Ça, je vais faire, je vais vous remercier en tout dernier. Merci Ala pour ton temps ce matin pour nous expliquer la portion technique. Merci aux participants à la CSR Nord-Ouest, aux gens de la CSR Nord-Ouest qui sont présents aussi pour venir voir un peu le bébé qui vient de sortir, le nouveau projet qui part. Et puis, je vais mettre fin à l'enregistrement. Et puis, ensuite, on va ouvrir les micros pour la période de questions. Alors, c'est bien. Merci beaucoup pour votre attention.